Desrochers est aussi mère de 5 enfants, de 12 ans à 1 an. Alors, souhaitons-lui toute la bienvenue qu'elle mérite. Merci beaucoup, Annie, pour avoir accepté d'animer. J'avais un chiffre à vous lancer comme ça ce soir, 14. Ça a pris 14 projets de loi avant que les femmes puissent obtenir le droit de vote. Je trouvais que c'était pas si mal. Comme chiffre, ça a été obtenu avec le projet de loi 18 en 1940. Et Thérèse Casgrain, qui a fondé la Fédération des femmes du Québec, avait pour habitude de dire, vous savez, on peut prendre le temps qu'on veut, on va arriver à faire cuire un éléphant dans un petit pot. C'était quand elle parlait du droit de vote des femmes, c'était vraiment l'image qu'elle utilisait, puis je trouve que c'est une métaphore qui s'applique à plusieurs combats qui ont été menés par les femmes dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il a fallu être patiente, ça a pris du temps, mais l'éléphant, on arrive à le faire cuire dans un petit pot. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce débat. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. On s'est entendu sur des règles. Je vais les partager avec vous pour que ça soit clair pour tout le monde. 4 candidates. Je vais vous les présenter en détail dans quelques instants. On aura 5 thèmes. Donc, la santé, l'autonomie économique, l'égalité entre les femmes, la laïcité de l'État et puis l'environnement. On va avoir 15 minutes par thème. Les candidates auront le temps de présenter leur vision. Puis ensuite, on a fait des petits duos. On a laissé le hasard déterminer les duos pour permettre aux candidates d'échanger entre elles, de se poser des questions. Puis on se disait que ça faisait peut-être plus d'échanges plutôt que seulement chacune des candidates présente sa vision à la salle. Pour conclure la soirée, on a prévu aussi une période de questions. On va avoir une bonne demi-heure pour accepter les questions du public ici. Sur Twitter, le débat est aussi accessible par Internet, donc les gens, via les médias sociaux, peuvent envoyer des questions. On va prendre des questions sur les médias sociaux aussi. Alors, si vous êtes sur Twitter, soit à la maison ou dans la salle, c'est le fun de pouvoir le commenter aussi. Le mot-clic, c'est débat FEM. En un seul mot, donc hashtag débat FEM. Je vais vous présenter les candidates en ordre alphabétique. Il y a Mme Abitbol, Evelyne Abitbol, qui est candidate du Parti québécois dans l'Acadie. Elle a consacré une grande partie de sa vie active à des organisations internationales. Elle a œuvré dans le domaine de la coopération, surtout. Elle est originaire du Maroc. Mme Abitbol a travaillé, entre autres, parce que je ne vais pas énumérer les CV en détail, mais à l'Université Concordia, Radio-Canada, à la SAT, et puis chez Saga World, jusqu'à l'emploi le plus tout récemment que vous avez, comme vice-présidente stratégie et affaires publiques. Molly Alexander, elle est candidate pour Québec solidaire, conseillère syndicale, travaille à la CSN, principalement à la défense des salariés du secteur de la santé, c'est bien ça. De l'éducation aussi, elle détient un bac en affaires publiques, un autre en droit. Elle est mère de 2 enfants. Elle est aussi responsable de la Commission nationale des femmes pour Québec solidaire. Valérie Assouline, elle est candidate de la coalition Avenir Québec pour la circonscription Laurier-Dorion. Madame Assouline, elle est avocate, femme d'affaires, diplômée en sociologie, aussi mère de 4 enfants, membre du barreau depuis une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années, fondatrice de SOS Avocats. C'est une firme qui est spécialisée en droit civil, droit de l'immigration, droit familial. Et puis, dans un tout autre ordre d'idée, en 1997, elle était finaliste à ma première classe des arts. Oui, vous pouvez répondre en chantant. Et Christine Saint-Pierre, candidate du Parti libéral du Québec, elle aussi dans la circonscription de l'Acadie. Madame Saint-Pierre qui a eu une belle carrière comme courriériste parlementaire, Ottawa, Québec, correspondante à Washington. Elle a fait le saut en politique en 2007, élue en 2008, réélue en 2012 aussi, ministre, entre autres, de la culture. Alors, merci à vous, toutes les 4, de participer au débat de ce soir. Avant qu'on s'installe, on s'est dit que
Une campagne électorale, c'est un moment pour faire valoir nos idées. C'est un choc des idées, oui. On s'est entendu pour que ça se fasse de façon civile et dans le respect. Tout le monde était bien d'accord. Je leur ai dit que j'étais pour être impitoyable sur la gestion du temps. La gardienne du temps est ici, devant moi, on la voit. Elle va bien nous indiquer là, pour que tout soit équitable et bien égal. Je vais jouer mon rôle de modératrice avec beaucoup de sérieux. Je vais le jouer avec elle, mais je vais le jouer avec vous aussi. On a envie que ce soit un débat où on entende les candidats. C'est pour ça que je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas applaudir, encore moins de huer quand ça fait beaucoup votre affaire ou quand ça ne fait pas du tout votre affaire. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas perdre de temps. On aura un moment pour les applaudissements à la fin, mais pendant le débat, là, moi, je me gênerai pas pour intervenir pour, s'il faut, rappeler les candidats à l'ordre, mais je vais le faire avec la salle aussi. Alors, les règles sont claires pour tout le monde. C'est parti. Je vais vous demander, mesdames, on va le faire en ordre alphabétique, de présenter votre vision du féminisme, puis le rôle du gouvernement quand on parle de féminisme. Madame Abitbol, vous avez 1 minute pour le faire. Comme d'habitude, l'ordre alphabétique, les récitations à l'école. C'est toujours comme ça. Merci d'abord de l'invitation à Madame Conradi, je ne la vois pas, mais merci de l'invitation à Madame Conradi. Ça va être un intéressant débat, j'en suis convaincue. Je veux féliciter d'abord les femmes candidates qui sont ici parce que je sais que plusieurs d'entre elles, dont Valérie, qui est ma compatriote juive séfarade, elle aussi a des enfants. Vous avez des enfants, donc on a eu des enfants et on est tout en avant ici avec vous. Je trouve qu'on a aussi ce mérite en tout cas de plonger. Alors, le Québec est un vrai modèle en Amérique du Nord dans la représentation des femmes et dans la mise en place de mesures qui favorisent... je m'excuse, tenir le micro en même temps que... Essayez de conclure rapidement, on est déjà au bout de votre minute. C'est bon. Alors, écoutez, si on est au bout de ma minute, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Madame Alexander, on vous donne une petite minute de présentation. Merci. Moi, je voudrais remercier la Fédération des femmes du Québec de continuer à faire le travail fantastique qu'elle fait depuis longtemps et d'avoir des événements comme ce soir. Pour Québec solidaire, pour nous, notre vision du féminisme, c'est que la lutte doit continuer, que les luttes des femmes nous ont porté le Québec à être un des modèles de l'égalité homme-femme dans le monde. Par contre, l'égalité n'est pas encore acquise. Et pour répondre au deuxième volet de la question, quel est le rôle de l'État? Pour nous, nous croyons que c'est le rôle, la responsabilité principale de l'État d'assurer les conditions financières, le soutien des programmes sociaux qui permettent aux femmes d'avoir une réelle égalité dans leur société. Merci, Madame Alexander. Madame Assouline, votre tour. D'abord, merci pour l'invitation. On en a fait du chemin, nous, les femmes. Et je suis là grâce au combat de nos mères et de nos grands-mères qui ont mené pour nous cette lutte pour qu'on soit libre et égal. Mon implication en politique est justement pour offrir à mes filles un avenir plus juste, plus égalitaire, qui leur offrira l'égalité des chances pour leur épanouissement. Je suis fière de leur donner cet exemple. Dans mes fonctions au gouvernement, si je suis élue, je m'efforcerai à ce que les lois prennent en compte tous les impacts sur la réalité des femmes du Québec. Je vous souhaite un bon débat, mesdames. Merci, Madame Assouline. Madame Saint-Pierre. Merci. Tout d'abord, moi aussi, je veux remercier la Fédération des femmes du Québec pour cette soirée. C'est le seul débat sur le féminisme qu'on aura pendant la campagne électorale. Je suis un peu déçue de voir que la ministre de la Condition féminine ne soit pas présente, même si j'ai beaucoup de respect pour Mme Abitbol. Pour moi, le féminisme, ce sont des grands pas qui ont été faits, des pas de géants qui ont été faits en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais ces gains sont fragiles et il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, je souhaite une société inclusive, je souhaite une société juste, je souhaite une société où toutes les femmes, et je dis bien toutes les femmes auront leur place au soleil. Merci, Madame Saint-Pierre. Donc, présentation, on va y aller dans le cœur du débat maintenant avec notre premier thème sur la santé des femmes, contrôle du corps.
Madame Saint-Pierre le disait, les femmes ont fait des pas de géant, c'est vrai. La santé des femmes s'est améliorée grandement en une cinquantaine d'années. Les femmes, oui, vivent plus longtemps que les hommes. Elles ont accès à toutes sortes d'options qui étaient absentes il y a à peine 2 générations. Donc, de façon générale, on peut dire que les femmes ont plus de contrôle aujourd'hui sur leur corps qu'elles en avaient il y a 1 ou 2 générations de ça. Sauf que aujourd'hui, le corps des femmes est médicalisé de la naissance à la mort. Certaines affirment qu'il est surmédicalisé aussi. Chaque étape de la vie des femmes sera surveillée par des médecins, des spécialistes, ce qui laisse peut-être aux femmes moins d'emprise sur leur propre santé. À l'inverse, il y a des femmes autochtones, des femmes réfugiées, immigrantes, moins fortunées, qui vivent en régions agricoles ou rurales, qui n'ont pas accès aux soins de santé comme d'autres Québécoises. Le travail, le stress, la violence, les inégalités ont des effets marqués sur la santé physique, la santé mentale des femmes. Le mouvement féminisme a toujours vu la santé comme quelque chose de global qui englobait tous les aspects de la vie des femmes. Au fond, pour le mouvement féministe, il s'agit de présenter un environnement sain pour que toutes les femmes puissent s'y épanouir. Alors, quelle est la vision de la santé que vous avez, que votre parti propose? C'est ici qu'on a tiré au hasard. Et puis, Madame Abitbol, vous avez 2 minutes pour nous parler d'une vision de la santé. Merci. Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet de l'hypersexualisation des filles et l'exploitation sexuelle. Le gouvernement du Parti québécois a lancé en février 2014 4 forums en collaboration avec le secrétariat à la condition féminine sur l'hypersexualisation des filles. Ont participé à ces forums 225 femmes et hommes, et cette démarche s'est inscrite dans la volonté non seulement de documenter la situation, mais également d'en cerner les enjeux pour mobiliser l'ensemble des intervenants à agir collectivement pour contrer ce phénomène. Il importe de mener la bataille sur cette diffusion toujours plus massive de la pornographie, de l'hypersexualisation via les moyens modernes de communication. Dans les mois qui viennent, ces forums se poursuivront et le Parti québécois publiera des outils pédagogiques sur l'éducation de la sexualité. Sur l'exploitation sexuelle, au Québec comme partout ailleurs, les activités lucratives liées à l'industrie du sexe et à la prostitution sont en augmentation. De façon générale, l'exploitation sexuelle touche davantage les femmes, les adolescentes et les petites filles. Alors, il importe d'aider les femmes prostituées à se sortir de situations d'exploitation sexuelle, dont la prostitution, dans le sens de la marchandisation du corps des femmes et de l'exploitation. À cette fin, il y a un comité interministériel qui a été organisé, composé de 9 ministères, pour favoriser la réinsertion de ces femmes et pour qu'elles se sortent de cet enfer de la drogue. Par ailleurs, et ça c'est un dossier qui m'importe plus particulièrement, ce sont les femmes immigrantes, celles qui ont fui des milieux abusifs ou violents, qui sont particulièrement à risque de se retrouver un jour dans la rue. Les banques alimentaires ont aussi observé en 2013 une croissance de 50% de leur clientèle immigrante vivant dans la rue, entre autres des femmes. Au Québec, merci. Au Québec, comme partout dans le monde, ce sont les femmes et les enfants qui sont les principales victimes des agressions à caractère sexuel. Et il y a des plans pour contrer ces... Merci, Madame Abitbol. Madame Alexander, pour Québec solidaire. Tout d'abord, sur la question de l'hypersexualisation, à Québec solidaire, nous avons la question de l'hypersexualisation va être traitée dans un prochain congrès justement sur les enjeux des femmes particulièrement. Donc, ce sont des questions prioritaires pour nous, mais nous n'avons pas encore tranché exactement sur tous ces aspects. Nous avons cependant quand même certaines choses au niveau de l'hypersexualisation et de l'exploitation sexuelle des femmes et des filles. Par exemple, au niveau de la culture, des communications, les médias, le fait que nous croyons qu'il serait important d'avoir des espaces publics pour la communication autre que le marketing, qui est vraiment le principal moteur de publicité et de messages sexistes. Donc, de mettre en place des milieux où on peut avoir un espace pour parler de culture, de parler d'autres messages, justement pour que ces messages ne dominent pas l'espace.
Mais de façon encore plus importante, parlons directement de la santé en général des femmes. Pour Québec solidaire, nous, ce que nous proposons au niveau de la santé, c'est justement une approche globale du traitement et aussi de la prévention des enjeux qui touchent les femmes, de la population en général. Concrètement, ce que nous proposons, c'est d'améliorer et de renforcer les réseaux des cliniques multidisciplinaires, donc le réseau CLSC qui existe actuellement, qui doit être bonifié, qui doit avoir tous les services nécessaires pour la population. Et il est impératif aussi de bonifier la gamme de services de soutien à domicile, parce qu'on sait très bien que le fardeau du soin des enfants et des personnes aînées tombe généralement sur l'épaule des femmes. Et garantir l'accès aux sages-femmes pour celles qui le veulent. Oui. Et de façon plus générale, de contrer la privatisation dans la santé et les services sociaux. Merci. On parle donc du contrôle du corps des femmes, de la santé des femmes. Christine Saint-Pierre pour le Parti libéral. Oui, alors, les femmes, j'apprenais cette semaine qu'une femme de 60 ans va vivre, une femme sur deux qui est âgée aujourd'hui de 60 ans va vivre jusqu'à 89 ans. Alors, les femmes, nous vivons plus longtemps, bien sûr, et c'est pour des raisons biologiques évidentes, nous consommons plus de soins de santé que les hommes. Donc, les soins de santé, tout ce qui touche la santé des femmes, évidemment, c'est majeur. Et dans notre plateforme électorale, notre programme électoral, M. Philippe Couillard a annoncé qu'il avait l'intention, lorsqu'il sera premier ministre du Québec, d'accroître et de mettre en place des cliniques privées, des cliniques publiques pour toutes les femmes au Québec. C'est-à-dire des cliniques qui sont disponibles, des cliniques qui sont disponibles 24 heures sur 24. Et ça sera, il parle de 50 cliniques, et ça sera important parce que ça veut dire que les femmes auront accès davantage à ces services de première ligne. Nous sommes aussi, en fait, nous sommes très, très conscients que tout ce qui est service auprès des femmes âgées, des femmes qui sont retraitées, on a besoin davantage de soins pour les femmes qui sont retraitées, puisque nous vivons plus vieilles. Il faut que aussi il y ait une augmentation des soins de première ligne, ça c'est très très clair, et on parle aussi de prévention. Et dans ma circonscription, je suis marraine d'un programme de dépistage cancer du sein auprès des femmes immigrantes, surtout des femmes d'origine arabe, parce qu'on dit que ces femmes sont très très peu motivées à aller faire le dépistage cancer du sein une fois qu'on a passé la cinquantaine. Vous savez qu'il faut y aller régulièrement, et seulement qu'une femme sur 4 va passer l'examen de dépistage cancer du sein. Donc, c'est fondamental, la prévention, la sensibilisation à cette notion de dépistage cancer du sein. Merci, Mme Saint-Pierre. Valérie Assouline pour la coalition Avenir Québec. Oui, ce thème me touche beaucoup parce que je suis mère de 3 filles et un garçon. Et je trouve que nos enfants sont bombardés par des images de femmes-objets, de filles-objets. Et c'est difficile de censurer ces images avec l'Internet et tous les médias sociaux. Alors il faut donner les outils à nos filles et pour qu'elles fassent le bon choix et pour les immuniser contre ces messages et ces stéréotypes sexuels. Moi je vois avec mes filles, j'ai une fille de 10 ans qui est mince, longiligne, et une autre de 9 ans qui est un peu enveloppée. Et je trouve que déjà jeune, elle subit de la discrimination parce qu'on a cette image de la perfection, de la minceur et tout ça, c'est les stéréotypes sexuels. Alors à la CAQ, on pense que c'est au jeune âge qu'il faut s'assurer que c'est au jeune âge que ces stéréotypes s'ancrent chez les enfants, et il faut éduquer les jeunes dans les écoles pour les sensibiliser à la culture du respect et à l'égalité des sexes. Maintenant, le deuxième volet, qui est le volet de la santé des femmes, eh bien, on a quand même un problème assez majeur au Québec, c'est qu'un quart de la population n'ont pas encore de médecin de famille. Pour avoir un gynécologue, ça peut prendre 6 mois, voire 1 an. Et on a également des problématiques particulières, les cancers féminins. Ma petite sœur était atteinte d'un cancer du sein dans la trentaine. Et elle est parmi nous ce soir, en bonne santé. Et c'est parce qu'elle a eu la chance d'avoir un dépistage rapide.
et d'avoir accès à ces soins et d'avoir accès à ce suivi. Sauf qu'on le sait, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à ces soins, il y a encore des attentes pour des tests de diagnostic. Le système est trop lourd. Oui. Et à la CAQ, on préfère vraiment réduire le personnel et les ressources administratives et donner plus de services de première ligne. Merci, Mme Assouline. Maintenant, Mme Abitbol et puis Molly Alexander, vous êtes jumelées pour une période de 4 minutes. Mme Abitbol, je vous invite à questionner Mme Alexander sur ce thème-là. Écoutez, moi, j'aimerais connaître votre position sur les crimes d'honneur. Vous avez eu une position, à un moment donné, vous avez pris position, la Québec solidaire, sur comment contrer les crimes d'honneur et quoi faire avec l'intimidation faite aux femmes. Parce qu'il y a un contrôle aussi qui se fait dans ce sens-là. Il y a un contrôle des hommes, on le sait, vis-à-vis du corps de la femme. Excusez, je suis un peu étonnée de la question parce que nous, au Québec solidaire, on respecte le code criminel et les lois existantes. Et c'est clair. On va la laisser parler du peuple. À ce que je sache, tout crime, toute violence contre femme ou homme, peu importe le motif derrière, n'est pas toléré, est prévu dans nos lois. J'avoue, je ne comprends pas. Peut-être un autre volet à votre question? Non, il n'y a pas de volet nécessairement à ma question. C'est que je me posais la question quand j'entendais l'hypersexualisation, la santé des femmes. Je me suis dit à un moment donné, mais quelle position ont-elles sur l'intimidation ou sur le contrôle des hommes sur le corps des femmes? Parce qu'il y a un contrôle qui est exercé sur le corps des femmes. On sait qu'il y a, que vous avez pris position, Québec solidaire, sur plusieurs volets concernant les hommes. On va lui femmes. permettre de répondre si elle veut ensuite vous poser une question. C'est la même réponse? Oui, de façon générale, tout contrôle, violence, je ne vois pas, je suis d'accord avec vous que c'est pas tolérable et Québec solidaire n'appuie aucune mesure qui a pour effet d'avoir un impact négatif sur les femmes. Avez-vous à votre tour une question pour Évelyne Abitbol? Oui, ma question pour vous, madame, c'est sur les services de santé au Québec. Comme vous le savez sûrement, c'est une majorité de femmes qui assurent dans les familles les soins à leurs proches. Et c'est aussi une majorité de femmes qui travaillent dans les services publics, dans les soins. Et en ce moment, votre gouvernement continue à appliquer des programmes d'optimisation dans la santé, comme le Parti libéral a fait avant, et que les conséquences sont très néfastes sur les travailleuses et sur les services dispensés. Est-ce que vous comptez avoir un changement de cap sur votre approche envers ces programmes d'optimisation en santé? Depuis septembre 2012, il y a eu 13 groupes de médecine familiale qui ont été organisés, des GMF qui ont été créés. Et puis, je pense que ces GMF vont profiter aussi aux femmes directement. Et je dois vous avouer que moi, ce qui me préoccupait dans cet espace-là des femmes, c'était de garder nos acquis en tant que femmes au niveau du droit à l'avortement, par exemple, parce qu'on sait que les fondamentalistes chrétiens insistent sur le fait qu'on puisse devoir et qu'on soit obligé de reculer dans cet espace-là. Moi, c'est plutôt un thème qui me préoccupait particulièrement. C'est bon, merci à vous deux, Madame Saint-Pierre. Madame Assouline, à votre tour d'échanger. Madame Saint-Pierre, si vous voulez questionner Valérie sur ce thème-là de la santé du contrôle. Alors, bonsoir. Est-ce que, sur la question que j'ai soulevée, sur la question des dépistages et de prévention, est-ce que dans votre programme politique, vous avez des mesures concrètes sur comment on peut accroître le dépistage du cancer du sein chez les femmes? C'est certain que c'est très important, le dépistage, et à la coalition, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir plus de services de première ligne, éduquer plus la population également, et parce que c'est vraiment là où ça se passe, et il faut enlever toutes ces structures administratives et qui nous coûtent beaucoup d'argent, finalement on est surtaxé, on paye maintenant une taxe santé et on n'obtient pas plus de services. On n'a toujours pas un médecin de famille pour tous les Québécois. On a toujours des attentes interminables.
pour avoir un spécialiste. C'est inacceptable. On est taxé énormément pour obtenir ce genre de service. Est-ce que la Coalition Avenir Québec abolirait la taxe santé? Absolument. Absolument, parce qu'on pense en plus que la taxe santé, bien, si on parle ici, on est ici pour parler des femmes entre femmes et hommes, et c'est très bien, bonjour messieurs, mais si la taxe santé pénalise beaucoup les femmes, et les femmes à faible revenu, moi je suis candidate dans Laurier-Dorion, la région la plus pauvre du Québec. Alors ces femmes-là, 200 $, c'est beaucoup pour leur budget. Merci. Madame Assouline, à votre tour de questionner Madame Saint-Pierre. Oui, alors ma question, c'est M. Couillard était ministre de la Santé à l'époque, et votre parti a instauré la taxe santé de 200 $, et là vous voulez l'enlever, mais en même temps vous proposez de créer des super cliniques. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est avec quel argent vous avez financé ces cliniques. Bien, c'est clair que M. Couillard, dans ses engagements, a annoncé qu'éventuellement, il abolirait la taxe santé. Et M. Couillard veut, et comme vous l'avez dit si bien, mettre en place des super cliniques. Il y aura également des super infirmières, par les 2000 super infirmières, pour être capable de faire en sorte que les professions, soit les médecins ou les pharmaciens, que les professions puissent être décloisonnées et qu'il y ait de plus en plus de possibilités pour des corps de métier de professionnels dans la santé de pouvoir pratiquer des choses qui sont normalement réservées aux médecins seulement. Alors, il y a tout ça aussi qu'il faut pratiquer, qu'il faut faire. Et évidemment, il y a la croissance économique. Alors, les moteurs économiques du Québec sont complètement éteints depuis 18 mois. La venue du Parti québécois au pouvoir a fait en sorte que tout ce qui est croissance économique, alors que les autres provinces et ailleurs aux États-Unis également, la croissance économique est en reprise. Bien, ici, la croissance économique, ça a été le contraire. On a perdu en février 26 000 emplois. Ça, c'est de l'argent de moins qui rentre dans les coffres. Alors, ce qu'on veut, c'est remettre la croissance économique en place et faire en sorte que l'argent rentre plus dans les coffres de l'État. Moi, ce que j'aimerais... Est-ce que j'ai le temps? Non, pas vraiment. Merci. Bon, ça tombe bien, on va parler d'économie. De toute façon, je suis certaine que vous aurez autre chose à ajouter là-dessus. L'économie, parce que Mme Saint-Pierre vient d'en parler, il semble que ce soit un thème assez central de cette campagne électorale-là. J'ai l'impression que les chefs l'abordent beaucoup en termes d'emplois créés, de développement économique. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter un angle féministe de l'autonomie économique des femmes. C'est le thème qu'on a choisi. Quand on regarde les expressions pour parler d'autonomie économique des femmes, on emploie plafond de verre, mur étroit, plancher collant. Donc, encore une fois, on dirait que même sur le marché du travail, les femmes sont encore coincées à la maison. Oui, depuis 20 ans, la progression de l'emploi des femmes s'est faite, mais elle repose beaucoup sur l'augmentation d'occupation d'emploi précaires. Quelques chiffres, les femmes représentent quoi, 46% de la main-d'œuvre en ce moment. Pourtant, elles sont 60 à 70% dans des emplois au salaire minimum. Hein, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se décoller de ça? Les femmes ont 73% des revenus totaux moyens des hommes. Et puis, quand on est une femme immigrante, on gagne 88% de ce que gagne une femme. Donc, là aussi, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des inégalités économiques. Bon, en même temps, il y a une grande avancée des conditions de vie des femmes en passant des avancées qui ne sont pas tombées du ciel. Hein. On parlait au début du combat pour le droit de vote, des avancées que les femmes ont eues, elles sont allées les chercher, elles ont lutté pour les avoir, et puis parfois ça a pris beaucoup de temps. Donc pour un grand nombre de féministes, une vision féministe de l'économie, ce serait plutôt comme l'alliance entre le développement social et humain, une nécessité aussi pour certaines féministes de complètement changer les modes de vie, tendre vers un bien-être collectif. Il y a certaines qui vont proposer une vision complètement alternative du système économique dominant, donc autre chose que le système économique néolibéral. Quand je vous disais de cuire l'éléphant dans des petits pots, bien, ça aussi c'est tout un éléphant à faire cuire dans des petits pots si on veut changer l'ordre économique. Donc en 2 minutes, mesdames, je vais vous demander de présenter la vision d'économie que vous proposez, que votre parti propose. Molly Alexander pour Québec solidaire, on va commencer cette fois-ci par vous.
Dans ce volet, je pense que ça serait celui je pourrais parler plus longuement au niveau des projets, des programmes qu'il faudrait instaurer pour régler les choses. C'est la plus grande lacune des gouvernements des dernières années. En Québec solidaire, on va y aller concrètement. Ce qu'on propose d'ailleurs, c'est d'élever le salaire minimum pour qu'il puisse correspondre au seuil de faible revenu. C'est-à-dire quelqu'un qui travaillerait temps plein pourrait au moins être à faible revenu. C'est pas beaucoup, mais il faudrait commencer par quelque chose. Des modifications concrètes aux lois des normes du travail pour permettre certains congés pour responsabilité familiale. Quand on n'est pas syndiqué, puis c'est pas la majorité des gens qui le sont, et c'est surtout pas les femmes qui le sont, on ne peut même pas avoir des congés pour s'occuper de nos enfants. Et quelque chose d'important que pour nous, c'est d'instaurer, de faire du régime des rentes du Québec actuel, de le rendre un régime de retraite public universel. Ça, c'est important parce qu'on croit d'ailleurs sur l'universalité, l'accessibilité de toutes sortes de programmes sociaux. Et pour celui-ci, ce serait un régime qui couvrirait le travail autonome et aussi le travail invisible des femmes, qui malheureusement constitue une grande partie du travail des femmes et qui n'est pas reconnu, et qui fait que les femmes, dans leur retraite, sont encore plus pauvres que les hommes. Et par la suite, justement, annuler la taxe santé, c'est une autre mesure, mais tout ce qui est tarification et frais abusifs dans les services publics devrait être aboli parce qu'en effet, ce que ça a comme conséquence, c'est toujours un fardeau économique sur les femmes. Merci. Madame Saint-Pierre. Oui, alors évidemment, la vision économique, c'est fondamental dans cette campagne électorale puisqu'il faut remettre l'économie du Québec sur ses rails. Je l'ai dit tout à l'heure, les moteurs de l'économie sont éteints et évidemment, ça affecte la condition féminine, la condition des femmes. Sous notre gouvernement, le taux d'activité des femmes a augmenté au Québec. Et ça, c'est clair, les chiffres le prouvent. Donc, qui dit taux d'activité qui augmente, dit également autonomie des femmes, parce que l'autonomie des femmes passe évidemment par leur autonomie, leur intégration sur le marché du travail. Nous voulons remettre en place le plan Nord, bien sûr, dans le respect de l'environnement, ça c'est très clair et c'est très évident. Faire en sorte que le plan Nord redémarre parce qu'il a été complètement abandonné. Il y aura une stratégie maritime également pour faire en sorte que le Québec puisse se développer davantage sur le plan économique. C'est fondamental. On promet dans un gouvernement libéral la création de 250 000 emplois. Et ça va faire en sorte que des femmes vont être sur le marché du travail. Également, le gouvernement du Parti québécois a décidé d'augmenter de 28 % les tarifs en garderie. Ça, c'est terrible. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt de les indexer. Et c'est un choc tarifaire qui va aller directement chercher de l'argent dans la poche des femmes. Et ça, nous sommes contre cette mesure-là. Merci. Madame Assouline. Alors moi, je suis candidate en Laurier-Dorion, qui est le comté le plus pauvre au Québec. Et 50% de la population est issue d'immigration. Sur le terrain, j'ai rencontré des femmes qui vivent des situations précaires. Alors je pense à Naïma, qui est mère monoparentale, elle a 2 enfants, elle est issue d'immigration et elle se retrouve devant un choix difficile à cause des hausses de frais d'hydro de 4,3% le 1er avril. Et bientôt, la hausse de 2 $ par jour pour les frais de garderie, qui la forceront peut-être à choisir entre acheter une passe d'autobus ou marcher au travail. À la CAQ, on propose des solutions concrètes pour ces gens-là et pour les Québécois, pour le contribuable. On croit que toute hausse constitue un obstacle au bien-être de ces femmes-là. Il faut alléger le fardeau fiscal et il faut abolir les hausses de taxes que les vieux partis n'ont cessé de faire. J'ai eu la chance également de découvrir de fabuleux organismes sur le terrain qui sont gérés par des femmes. Je pense à mon projet d'affaires et à Petites Mains. Ils ont pour mission d'intégrer les femmes immigrantes dans le marché du travail et d'améliorer leur sort. Mais toutes deux se plaignent de la bureaucratie qui freine leur élan. Il faut soutenir ces organismes-là et il faut faire les ménages dans les finances publiques. Il faut avoir le courage de le faire. Alors, à travers notre projet Saint-Laurent, on veut créer des emplois payants, on veut créer une vallée d'innovation, on veut jumeler des universités avec des entreprises, on veut faire un programme Radisson qui est une stratégie maritime où on compte investir 75 millions de dollars. Alors il faut créer des emplois payants, mais il faut également arrêter de surtaxer
les citoyens les plus pauvres. Merci beaucoup. Evelyne Abitbol pour le Parti québécois en terminant. Eh bien, je commencerai par ce que le gouvernement a fait depuis 18 mois. Le 30 octobre 2013, le gouvernement a dévoilé le document d'orientation et initiative de la solidarité, une richesse pour le Québec, qui contient plusieurs nouvelles mesures qui représentent des investissements de près de 320 millions supplémentaires d'ici 2017 et des mesures qui vont bénéficier aux femmes. Donc, la bonification de l'aide financière aux personnes seules, prestataires de l'aide sociale, 60 000 prestataires visés, dont environ 17 600 femmes et environ donc 29% des prestataires. L'encadrement des conditions de travail des travailleuses domestiques grâce à un projet de loi. La construction de 300 nouveaux logements sociaux avec un ajout de 250 logements annoncés dans le dernier budget 2014-2015. Le financement d'une campagne de formation et de promotion visant à faire connaître le régime de retraite des groupes communautaires de femmes mis en place à l'initiative de centres de formation de Montréal et de Relais. Et la réalisation 2014-2015 d'une étude de faisabilité sur la création d'une mutuelle de prévention en santé et en sécurité au travail au bénéfice des organismes communautaires. On le sait, les femmes sont préoccupées par les enfants, sont préoccupées par d'obtenir des haltes garderies, et on le sait que Mme Marois a été celle qui a implanté le succès de programmes de garderie. En 2012, d'ailleurs, l'économiste Pierre Fortin a estimé qu'en 2008, il avait fait augmenter de 70 000 le nombre de Québécoises qui occupaient un emploi et de 5,1 milliards de dollars le revenu total en circulation dans l'économie. Dans la problématique des femmes, j'ai manqué mon introduction. Je me demandais où étaient les hommes. Et bien, c'est là que les hommes devraient être aussi. Dans l'autonomie financière des femmes, il y a l'implication des hommes. Merci, Mme Abitbol. Alors maintenant, on va échanger, comme on l'a fait tout à l'heure, notre nouveau duo, Mme Alexander et puis Christine Saint-Pierre. Alors, vous pouvez, Molly, poser une question à Mme Saint-Pierre. Madame Saint-Pierre, vous avez mentionné que vous voulez réimplanter le plan Nord. Et ma question pour vous, c'est justement, sous le gouvernement du Parti libéral et aussi dernièrement avec le Parti québécois, on entend souvent des projets économiques de développement d'emploi qui sont très masculins comme modèle. Et vous savez sans doute que le plan Nord a des conséquences très difficiles sur les communautés et aussi sur les femmes. Comment prévoyez-vous améliorer les conditions des femmes qui vont subir les conséquences du plan Nord? Oui, en fait, vous avez raison, car le Conseil du statut de la femme même a fait un travail très important sur la question des femmes du plan Nord et comment les communautés peuvent être atteintes par cette question-là. Il peut y avoir des problèmes sociaux qui se dégagent du plan Nord. Mais moi, j'y crois aussi dans le sens qu'il y a du travail pour les femmes, il y a du travail très bien rémunéré pour les femmes dans le plan Nord. Et il faut inclure les femmes dans le plan Nord, il faut que les compagnies qui investissent dans le Nord aient des plans d'action. Et là-dessus, on va être très très clair, on veut que les compagnies qui veulent investir aient également un plan d'action en conditions féminines. Ça existe à Terre-Neuve. Il y a une compagnie, entre autres dans le domaine du fer, qui est aussi installée au Québec, qui a un plan d'action en conditions féminines à Terre-Neuve, mais qui ne l'a pas ici. Alors, on veut que ça soit clair. Et effectivement, il faut être très, très alerte sur les problèmes sociaux que cela peut, avec le fly-in, fly-out, peut apporter. Mais cependant, c'est essentiel pour l'économie du Québec de remettre le plan Nord sur ses rails. Parce qu'on est passé du 1er rang en investissement au 21e rang au cours des 18 derniers mois. Madame Saint-Pierre, avez-vous une question pour Molly Alexander? Oui, bien justement, vous me posez cette question-là, et je sais que Québec solidaire, cette question-là m'intéresse énormément. Et quelle serait votre solution pour faire en sorte qu'il y ait plus de prévention, pour faire en sorte que les femmes tirent un meilleur profit, elles aussi, du plan Nord? Moi, je ne pense pas que la solution pour les conditions économiques des femmes se trouve dans le plan Nord. Je pense que les choses, les initiatives primaires, les priorités primaires devraient être dans l'investissement des emplois de qualité dans la fonction publique, là où les femmes sont déjà très présentes, là où il y a beaucoup de besoins de la population et là où les femmes, en ce moment, les travailleuses crient à l'aide pour qu'on mette les ressources aux bonnes places. Donc, pour Québec solidaire, la solution serait plutôt
plutôt axé vers les besoins de la population, les besoins des femmes dans la création de la richesse, c'est-à-dire la création d'emplois publics qui contribuent à la société et qui créent de la richesse en soi. Je n'ai pas dit que la solution était dans le plan Nord. Je pense que c'est ça que vous avez interprété, vous m'avez mal interprété. Ce que je dis, c'est que pour que le Québec puisse se remettre sur le plan économique, il faut qu'il y ait du développement économique et ça passe par une des solutions qu'on propose, nous, c'est la question de remettre le plan Nord sur ses rails. Merci à toutes les deux, Madame Abitbol et Madame Assouline. Je vais y aller en vous laissant la parole, Madame Assouline, si vous voulez questionner. Oui, alors ma question c'est par rapport à la hausse des frais de garderie. Vous voulez instaurer une hausse des frais de garderie alors que vous savez très bien que la garderie c'est l'élément essentiel pour l'équilibre travail-famille pour une mère. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui est justifiable avec l'économie des ménages? La hausse des garderies, elle est prévue de 1 $ cette année en septembre 2014 et d'un autre $1 en septembre 2015 et ensuite une indexation. C'est un peu moins que le montant qu'avait ajouté le Parti libéral d'un coup en faisant une hausse de 20%, je crois, de frais de garderie. Je pense que cette indexation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire et disons-le carrément, les femmes qui envoient leurs enfants à la garderie, disons, cette aide est essentielle, mais je m'excuse, je me suis perdue dans mes... Je me suis perdue. Donc, comment l'expliquer, cette hausse-là? Ben, cette hausse, elle est nécessaire. Elle a été faite d'un coup et d'un bond par le Parti libéral. Et cette année, le Parti québécois a mentionné qu'il hausserait d'1 $ cette année et d'1 $ l'autre année. Ensuite, indexerait les frais de garderie. Je ne crois pas que ce soit ça qui va appauvrir les femmes nécessairement. Mais moi, ce que je déplore, c'est qu'on attaque les garderies, qu'on hausse les frais de garderie. Il y a d'autres frais qu'on peut augmenter. Pourquoi les garderies? Pourquoi les femmes encore? Parce que les garderies aident beaucoup les femmes. Je peux répondre à ça. Le gouvernement a prévu d'augmenter de 28 000 places de garderie cette année, les frais de garde, et qui est prévu en 2016, il est prévu de l'augmenter de 216 000. Evelyne, si vous voulez avoir le temps de questionner Valérie, oui. vous pouvez... Alors justement, pour les garderies, qu'est-ce qui vous chicote là-dessus pour animer un peu plus le débat? Ça me chicote qu'on augmente les frais de garderie alors qu'il y a des femmes qui ont un salaire minimum et c'est beaucoup avec 2 enfants dans une garderie. Moi j'ai eu des moments, mes 3 enfants dans une garderie, augmenté de 2 $ par jour, c'est beaucoup pour un budget d'une femme monoparentale avec un petit revenu et ça me frustre que le Parti québécois attaque les femmes pour les frais de garderie. Voilà. Vous avez un petit peu de temps, ça vous convient? On parlait de garderie, je veux mentionner aussi qu'on parle de services de garde en milieu scolaire. Hein? Moi, j'en ai 5 là, qui sont soit en garderie, je tiens à ce qu'on parle aussi des services de garde en milieu scolaire. Donc voilà pour l'autonomie économique des femmes. On va très bien dans le temps, là, c'est bien. J'aime les blocs d'échange comme ça aussi. On essaie de le faire, questions-réponses, mais si vous le sentez d'en discuter entre vous, ça me convient aussi. Donc, l'égalité entre les femmes. Je prépare ce dossier-là, puis là, j'appelle Cybèle à la Fédération. Je dis, c'est vraiment entre les femmes. Elle dit, oui, c'est ça. Et j'en parlais avec Alexa avant le début du débat. Elle dit, c'est peut-être le thème féministe qui est le moins porté sur la place publique, l'égalité entre les femmes et non pas entre les femmes et les hommes, comme on a si souvent l'occasion d'entendre, parce que toutes les femmes ne sont pas sur le même pied. Oui, le mouvement féministe a profité à bien des femmes, mais il faut admettre que les luttes féministes n'ont pas réussi à tirer toutes les femmes vers mieux, donc pauvreté, immigration, orientation sexuelle, vieillesse, l'endroit où on vit, voilà autant de facteurs qui sont source d'inégalité entre les femmes chez nous. Comment devenir, et c'est ce qu'on pouvait lire dans un des documents d'orientation, je trouvais ça une image fantastique, comment devenir productrice de solidarité plutôt que de source d'inégalité. C'est un peu le thème de ce débat-là.
les mouvements féministes au Québec ont réfléchi à cette question-là. Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place des pratiques, des espaces, des structures qui permettraient aux femmes qui vivent un peu ce que j'appelle la croisée des oppressions, donc d'avoir elles aussi une influence, un pouvoir, de sentir qu'elles ont de l'emprise sur leur propre vie, sur leur société aussi. Et c'est peut-être dans ce thème-là que le rôle de l'État devient essentiel, peut-être en tout cas. Donc, on est assez curieuse, mesdames, de vous entendre sur la façon dont vous comptez être des productrices de solidarité. Je vais commencer par vous, Madame Saint-Pierre, sur ce thème-là de l'égalité entre les femmes. C'est vrai que c'est un thème qu'on n'aborde pas souvent, l'égalité entre les femmes. On parle plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Et on voit effectivement des inégalités entre les femmes. On le voit sur le marché du travail, qu'il y a des femmes qui sont peut-être moins bien traitées que d'autres femmes en raison, il y a encore évidemment des questions de racisme. On peut pas se le cacher. Il y a des gens qui vont avoir plus de chances que d'autres. Et ça, l'égalité entre les femmes immigrantes et les femmes qui sont qu'on appelle des femmes québécoises de souche, même si j'aime pas beaucoup ce nom-là. Alors, il faut qu'on trouve le moyen effectivement de trouver cette solidarité entre nous. Parce que plus nous serons solidaires entre nous, plus évidemment notre égalité va progresser. Et c'est en tendant la main, je pense qu'on peut le faire davantage, soit dans le milieu du travail, soit dans le milieu scolaire, de l'apprendre toute jeune aussi, de travailler ensemble et non pas les unes contre les autres. Et je pense que ça, c'est peut-être un thème que les hommes ont plus compris que nous. Quand on regarde dans le domaine du sport, par exemple, dans un match de hockey, tout le monde travaille ensemble, puis il y a comme une communion, tandis qu'on a peut-être, nous, un peu moins tendance à travailler les unes avec les autres. On se sent plus en compétition, on dirait. Je pense que ça, il faut briser ça. Merci. Madame Assouline, sur ce thème-là. Oui, moi j'ai été interpellée par une histoire que j'ai lue, je crois, dans la presse, de cette jeune femme qui est née au Québec et qui porte le voile par choix et qui vient de finir ses études d'urbanisme et elle est prête à être intégrée dans le marché du travail, travailler pour la fonction publique. Mais la charte de Madame Marois va lui fermer les portes parce qu'elle ne pourra pas travailler si cette charte-là passe dans cette fonction publique. Et sa voisine de classe ne porte pas le voile et elle n'a pas ces obstacles. Alors on voit comment la société crée entre nous, entre femmes, des inégalités à travers les politiques des gouvernements. Alors où est l'égalité pour lesquelles nos mères se sont battues? Et moi ce que je me demande, c'est comment on veut avoir la parité avec les hommes alors qu'il existe déjà cette discrimination-là entre les femmes. Les statistiques également sont alarmantes pour toutes les femmes des minorités visibles. Pour le même niveau d'éducation, il y a plus de chômage dans ces communautés et les salaires sont plus faibles. Alors à la CAQ, on continue à travailler pour assurer l'égalité et l'éducation, la formation spécialisée, pour faciliter également l'intégration des femmes dans le marché du travail, des femmes de toute origine, de tout horizon, de toute nationalité et religion. Merci, Madame Assouline. Éline. Eh bien, tout autant que l'égalité entre les femmes, je reviens encore à l'égalité des femmes avec les hommes, parce que je pense que l'égalité des femmes passe d'abord par une approche féministe et une approche de lutte contre le patriarcat. Un système où les hommes dominent les femmes est inacceptable au plan économique, social, politique. La priorité, elle est accordée à l'égalité entre les femmes et les hommes au Parti québécois. Le Parti québécois a pris des mesures pour solidariser la lutte des femmes, pour l'émancipation et l'égalité pour l'avancement de toutes les femmes. La question de l'égalité sociale et de la justice, elle est fondamentale pour le Parti québécois et il ne faut pas développer une société à 2, 3 ou 4 vitesses. Il est donc important pour nous de développer des politiques et des outils pour lutter contre la pauvreté, le racisme, l'homophobie dans le respect des choix personnels quant à l'orientation sexuelle et l'agisme. Il y a des programmes pour l'accès à l'emploi et aux services pour les femmes handicapées. Le Parti québécois a favorisé l'égalité des populations autochtones aussi et leur prise en charge par elles-mêmes dans une perspective de respect et d'égalité entre les peuples, logement, éducation, soins de santé, développement économique autogéré. Il n'y a pas que les femmes
dites québécoises de souche, il y a les immigrantes, les autochtones, et le Parti québécois entend poursuivre aussi les travaux qui visent l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Différents scénarios sont actuellement à l'étude pour assurer la poursuite des actions et leur financement d'ici le 31 mars 2015. Le gouvernement souhaite amorcer une réflexion plus approfondie en collaboration avec le secrétariat de la condition féminine pour que les travaux de renouvellement de la politique gouvernementale pour l'égalité qui arrive à terme le 31 mars 2017 soient avancés, pour que ces travaux soient avancés. Par ailleurs, et on va revenir, j'imagine, sur la charte, la proposition de la charte s'inscrit Prochain sujet. dans ce désir de doter les institutions publiques de balises claires. Merci beaucoup, Molly Alexander. Je crois que, de prime abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la question ici, c'est que nous vivons dans un système où non seulement il y a un problème d'égalité entre les hommes et les femmes, mais que structurellement, notre société discrimine doublement contre les femmes qui sont d'une minorité visible, immigrantes, qui souffrent d'un handicap ou d'un certain âge. Et c'est la question qu'on doit adresser maintenant. Tout comme les hommes, dans le passé, encore, ont bénéficié du travail du travail invisible des femmes. Aujourd'hui, notre société occidentale profite du travail invisible ou du travail peu rémunéré, précaire des femmes immigrantes, des travailleuses domestiques, des femmes venues de l'étranger. Donc, il faut reconnaître que c'est une situation structurelle et non pas tout simplement une question d'hommes et de femmes. Ça fait partie de notre système, de notre philosophie dominante ici, qui est néolibérale, où il y a toujours quelqu'un qui profite de quelqu'un d'autre pour qu'on puisse nous sauver d'argent. Donc, il faut reconnaître les diplômes des femmes qui viennent de l'étranger. Il faut financer les organismes communautaires qui sont issus des personnes de ces communautés, qui connaissent les besoins de ces femmes dans leur communauté. Et aussi, parlons des femmes autochtones qui ont besoin aussi d'appui, du soutien concret financier localement pour leur propre projet, pour se sortir elles-mêmes de leurs difficultés. Il faut permettre à toutes les femmes de toutes les origines un meilleur accès aux emplois de la fonction publique parce qu'ils sont des emplois syndiqués et des emplois où les conditions de travail sont favorables. Donc, il faut tout mettre pour améliorer la présence et la visibilité des femmes issues de la diversité. Je remarque que c'est la 4e fois dans le débat qu'on a prononcé le mot autochtone. Je trouve ça intéressant. C'est le fun que ça se prenne un débat où on parle de féminisme pour qu'on entende ce mot-là autochtone qui n'a pas été prononcé, je pense, une seule fois pendant le débat des chefs. Maintenant, les duos, Mme Saint-Pierre et Mme Assouline, sur cette égalité entre les femmes. Je vous laisse poser votre question, Mme Saint-Pierre. Alors, sur l'égalité entre les femmes, j'aimerais qu'on discute fouillement de cette question de l'agisme, parce que je pense que ça frappe plus les femmes que les hommes, l'agisme. Qu'une femme à 50, 55 ans qui n'a pas d'emploi a beaucoup plus, à mon avis, et je pense que les statistiques le démontrent, va avoir plus de difficultés à pouvoir se refaire une carrière, va pouvoir entrer sur le marché du travail qu'un homme, même si ça peut être aussi un problème pour un homme. Comment on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez, la CAQ, pour combattre l'agisme? C'est certain qu'on propose de travailler en sorte à ce qu'il y ait égalité entre femmes et hommes. Et donc, tout ça, c'est vraiment une question de société, de culture, vraiment. C'est de longue haleine, il me semble. Mais à la Coalition Avenir Québec, on a des gens qui... c'est vraiment poser une question, mais je cherche... non. C'est l'égalité. C'est vraiment peut-être aussi la spécialisation que les femmes j'ai le mot, mais... dans la réinsertion sur le marché du travail. Réinsertion dans le marché du travail. Et c'est ça, il faut travailler là-dessus, dans la réinsertion du marché du travail. Voulez-vous y aller? Oui, moi ce que je voulais savoir, c'est quel plan le Parti libéral a pour donner l'égalité des chances. Sur la question de l'égalité des chances, on a mis en place, en fait, on veut mettre en place des mesures très, très concrètes pour faire en sorte que les femmes
qui sont dans le milieu des affaires puissent avoir des contrats lorsqu'il y a des contrats publics. C'est-à-dire qu'il y aurait un pointage qui serait donné aux firmes qui postulent pour avoir des contrats publics. Il y aurait un pointage supplémentaire si la compagnie a un programme d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une mesure. On veut également faire en sorte qu'il y ait plus de femmes sur les conseils d'administration des grandes sociétés cotées en bourse. Et aussi, il y a le programme Femmes Essor, dont je suis très, très fière, puisque lorsque nous étions au gouvernement, le programme Femmes Essor, qui est un programme de microcrédit, fait en sorte que des femmes puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, lorsqu'une banque ne veut pas aider ou qu'une institution financière, avec les programmes Femmes Essor, il y a des femmes qui peuvent lancer leur propre compagnie avec ça peut être des conseils ou ça peut être également ce qu'on appelle du microcrédit de petits prêts et ça peut faire en sorte que les femmes puissent se lancer à ça. Je pense que ça, c'est aussi des mesures très concrètes et très importantes pour l'égalité des chances, c'est de faire en sorte que les femmes atteignent encore plus d'autonomie sur la question de l'entrepreneuriat où elles ne sont pas nécessairement, je ne dis pas en retard, mais il y a vraiment une aide et un accompagnement qu'il faut donner à ces femmes qui sont prêtes à se lancer en affaires. Merci. L'agisme, c'est vrai que c'est une question intéressante, puis probablement aussi que ça touche plus les femmes en emploi. En tout cas, on peut le voir aussi. Maintenant, Mme Abitbol et puis Molly Alexander, je vais commencer par vous, Evelyne, avec votre question. Vous avez parlé des femmes immigrantes et l'emploi. Vous avez aussi mentionné qu'il n'y a pas suffisamment de reconnaissance des diplômes ou d'acquis des femmes immigrantes. Quelles mesures vous allez prendre pour pouvoir faire reconnaître ces diplômes et ces acquis des femmes immigrantes qui viennent ici? C'est justement il y a différents ordres professionnels qui mettent les balises pour les critères d'acceptation pour différents emplois. Donc, par exemple, les infirmières, je l'ai vu à l'université en droit, il y a des femmes qui viennent d'ailleurs, qui sont formées en droit, et les critères sont très lourds, mais surtout dans les domaines très féminins, les emplois typiquement féminins, le critère sont très hauts pour qu'une femme puisse accéder, même si elle a une formation. Donc, c'est important et c'est une priorité pour Québec solidaire que toutes les femmes aient la même égalité des chances à l'emploi et la reconnaissance de leurs études. Je peux rebondir sur cette question. On a un petit peu de temps encore, 30 secondes, ma petite. Mais ces chances-là sont égales aussi pour les hommes. Ça n'est pas uniquement dû aux hommes, aux femmes que de reconnaître les diplômes et de reconnaître les acquis professionnels. Aussi. Oui, aussi. Ça peut bénéficier aux femmes. Avez-vous une question? Oui, moi, ma question, c'est justement concernant encore la question de l'égalité entre les femmes. Vous avez parlé de l'égalité homme-femme comme étant une priorité pour le Parti québécois. Et puisque je n'aurai pas la chance de vous poser la question dans le prochain thème, je voulais savoir comment, au nom de l'égalité d'homme-femme, comment vous expliquez ou vous pouvez justifier que l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires ne prime pas le droit des femmes musulmanes qui portent un voile à l'accès à un emploi. D'abord, je trouve que stigmatiser les femmes musulmanes et ne parler que du voile des femmes musulmanes dans le cadre de la charte, puisque c'est ce que vous voulez dire, les femmes vont perdre leur emploi. Si la religion est plus importante que la profession à ce moment-là, mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. On est dans un État québécois ici, on n'est pas dans un autre pays. Personnellement, moi je viens d'un pays arabe, je connais qui est 99% musulmans et dans l'État, on peut porter n'importe quel signe religieux puisqu'on est dans un pays musulman. Ici, l'État est un État québécois. On ne va pas faire perdre le travail à ces femmes-là. Elles devront se conformer, bien sûr, à... C'est pas québécois de porter un voile? Le signe religieux, un signe religieux dans la fonction publique. Je pense que dans les institutions publiques, le signe religieux n'a pas sa raison d'être. Voilà. C'est bien, ok. C'est beau, il reste 30 secondes. Oui, mais je voulais aussi poser la question concernant votre image. Vous n'avez pas observé le problème d'égalité entre les femmes issues de l'immigration et les femmes occidentales au Québec? Quelques secondes pour répondre. Je crois qu'il
Est-ce qu'on est dans la même problématique ou est-ce qu'il y a une différence entre la situation des femmes issues d'immigration et les femmes? Je pense que cette histoire du voile a fait perdre beaucoup de travail à des femmes musulmanes qui sont laïques et a ostracisé ces femmes-là. On va justement plonger dans ce thème-là, quatrième thème sur la laïcité de l'État, le féminisme. Vous savez, cet automne, quand on était en plein débat sur cette charte à l'émission de radio le matin à Radio-Canada, je faisais la remarque à Marie-France Bazon, on échangeait là-dessus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant entendu parler de féminisme à heure de grande écoute. Je pense que ça aura eu le mérite de présenter des positions féministes, de voir la multitude de points de vue sur une question comme celle-là. Ce mot-là, féminisme, a été utilisé pour défendre une position, mais pour défendre aussi son contraire. Je pense qu'avec ce débat-là, oui,